chiffre macro que tout le monde attend cette semaine sera publié demain, l'indice des prix à la consommation aux États-Unis, le CPI. Nous en parlons avec Thomas Kosterg, économiste senior US de Pictet Wealth Management, en visio avec nous depuis Genève. Bonjour et bienvenue Thomas. Tout le monde va regarder ce rapport d'inflation aux États-Unis pour le mois d'août et on va regarder spécifiquement même la dynamique du CPI d'un mois sur l'autre. Visiblement, les économistes estiment qu'on pourrait avoir un chiffre légèrement négatif d'un mois sur l'autre pour l'inflation globale aux États-Unis, Thomas. Tout à fait. Donc le consensus d'après Bloomberg, c'est un recul de 0,1% en glissement mensuel pour un rythme annuel qui se placerait donc à 8%. Donc on était à 8,5% au mois de juillet, on descendrait à 8% en rythme annuel. Donc ça serait le deuxième mois un peu de décélération des prix aux États-Unis, puisque le pic donc d'inflation serait donc au mois de juin. Deux raisons pour expliquer ce potentiel recul de l'inflation. Premièrement, on a moins de goulets d'étranglement dans l'économie américaine, à la fois dans les services et aussi dans les biens. Alors dans les services, on va regarder le prix des hôtels, le prix des transports qui devraient continuer à baisser. Et dans les biens, on voit que les chaînes d'approvisionnement sont en train d'être beaucoup plus fluides qu'auparavant, donc on devrait aussi avoir moins de pression inflationniste dans ce secteur-là. La deuxième chose, c'est évidemment le prix des matières premières au niveau mondial et aussi au niveau américain qui continue de baisser. Donc l'emblème ici, c'est le prix de l'essence, gasoline. On était à plus de 5 $ le gallon il y a quelques semaines. Maintenant, on est clairement en dessous des 4 $ le gallon. Donc tout ça mis bout à bout, ça fait des pressions inflationnistes qui quand même commencent à s'estomper. Avec deux points peut-être à quand même mentionner. Il y a quand même une certaine interrogation sur les loyers. On sait que les loyers sont une part importante du panier CPI. Ça pourrait continuer d'être un facteur lié à l'inertie dans les loyers. Ça pourrait continuer à être potentiellement un facteur qui irait dans l'autre sens, plutôt un facteur de support de l'inflation. Mais mon dernier point, c'est sur les salaires. Et est-ce qu'il y a une boucle prix-salaire sur l'inflation aux États-Unis? Et je pense que ça, c'est la conclusion la plus importante. Il semblerait qu'il n'y ait pas de boucle prix-salaire aux États-Unis. D'ailleurs, les salaires eux-mêmes ont tendance à se tasser. C'est au final la bonne nouvelle qui fait que nous s'attend à ce que l'inflation continue de décélérer dans les prochains mois, surtout que les fameux goulets d'étranglement devraient continuer à s'estamper. Et encore une fois, les derniers signaux sur les matières premières mondiales, c'est aussi pour une tendance à la baisse. Qu'est-ce qui vous fait dire, Thomas, qu'effectivement, on est peut-être en train d'éviter ce risque d'une indexation, d'une boucle prix-salaire qui s'enclencherait aux États-Unis avec un marché du travail qui reste quand même extrêmement tendu, historiquement tendu, peut-être selon certaines mesures d'ailleurs? Tout à fait, le marché de l'emploi est très tendu, mais comme on l'a vu sur les derniers chiffres, en fait, on voit qu'il y a de plus en plus d'employés qui reviennent sur le marché du travail. Donc il y a un retour, même s'il est assez lent, il y a quand même un retour de l'immigration. Il y a aussi les personnes qui étaient potentiellement malades du Covid qui reviennent. Peut-être les gens qui avaient un matelas d'épargne qui se mettent aussi maintenant à revenir sur le marché du travail, peut-être parce que ce matelas d'épargne est dépensé. Donc on a des pressions sur les salaires qui restent, quand on regarde les chiffres des salaires, ça reste très cantonné aux services. On ne voit pas, par exemple, dans le secteur manufacturier, d'envoler des salaires comme on peut le voir dans les services. Et même dans les services, on voit une certaine accalmie. Et pour revenir à l'inflation, encore une fois, on ne voit pas dans le secteur des services nécessairement alors même si les services évidemment montent puisqu'il y a une certaine inertie, mais on n'est pas au même niveau que les salaires. Donc pour l'instant, encore une fois, on ne voit pas de boucle prix-salaire, ce qui est une bonne nouvelle. Pourquoi est-ce que le marché du travail est encore aussi résilient à ce stade? Est-ce qu'il faut s'en étonner, Thomas? J'ai encore en tête le dernier rapport mensuel sur l'emploi du mois d'août. On est toujours sur un rythme énorme de création d'emplois. Enfin, plus de 300 000. On est quand même dans statistiquement parlant, on est quand même sur des choses qui restent assez exceptionnelles. Après plus de 500 000 créations déjà au mois de juillet. Qu'est-ce qui explique pour vous là cette résilience à ce stade du marché du travail américain?
Oui, alors tout d'abord, c'est une surprise, puisque en effet, les modèles macroéconomiques sont un peu désorientés. Le modèle pour l'emploi, ce serait de mettre le glissement annuel, les gains de l'emploi en rythme annuel par rapport au PIB. Or, on se rend compte que le PIB, on est en récession technique depuis 2 trimestres. Or, l'emploi continue de se porter très bien. Donc, il y a une dichotomie totale, rarement vue, entre la croissance de l'emploi en glissement annuel et la croissance du PIB en glissement annuel. Il y a vraiment une vraie divergence là. Donc, la question, c'est qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est le PIB qui va rebondir vers l'emploi, ou est-ce que c'est l'emploi qui va finir par baisser vers le PIB? Moi, je suis plutôt de l'école que ce sera l'emploi qui va aller vers le PIB, donc on devrait avoir une détérioration du marché de l'emploi. Mais pour l'instant, il faut le dire, l'emploi est bien plus résilient qu'attendu, ce qui donc en effet a des conséquences sur la politique monétaire. Est-ce que ça, je ne sais pas, redonne un peu de chance et de probabilité à l'idée d'un soft landing, Thomas? Et d'ailleurs, il faudra rentrer un peu dans ce débat académique à un moment. Qu'est-ce qui va faire la différence entre un scénario de soft landing et un scénario peut-être de récession ou d'atterrissage plus douloureux pour l'économie américaine? À partir de quel niveau de taux de chômage est-ce qu'on pourra parler de soft landing, ou est-ce qu'au contraire on ne pourra plus parler de soft landing? Oui, alors déjà, un fait sur les récessions, c'est qu'en général, les récessions ont lieu quand on est au plein emploi. C'est en général quand le taux de chômage est le plus faible que les récessions arrivent. D'ailleurs, pour une raison microéconomique assez simple, c'est que plus on embauche, en fait, les entreprises se mettent à embaucher, les marges commencent à diminuer, et au même moment, le chiffre d'affaires se met lui aussi à diminuer. Donc en fait, quand on a une montée des coûts salariaux, coûts d'emprunt, à un moment où le chiffre d'affaires commence à se tasser, au niveau microéconomique, c'est là où on a des difficultés, et ça se traduit au niveau macroéconomique par une récession. Voilà, là on est sur un marché de l'emploi qui est tendu, très tendu, mais il y a aussi donc des coûts pour les entreprises. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'il y a des effets retard, et là on maîtrise peut-être pas tout. C'est vrai que si on regarde le marché de l'emploi à l'heure actuelle, il se porte très bien, mais il y a quand même un certain nombre de risques et un certain nombre de mécanismes qui sont en train de se mettre en place dans l'économie américaine, qui sont des vraies menaces. Et moi, je pense que la première menace, c'est le marché immobilier. Alors le marché immobilier, en effet, ça représente qu'une faible partie techniquement du PIB américain. On est autour de 5% de l'économie, mais en fait, avec tous les effets d'entraînement dans l'économie, si le marché de l'emploi, le marché de l'immobilier commence à se gripper, on pourrait avoir plus de conséquences sur l'économie américaine. Mais voilà, ça prend plusieurs mois avant de se matérialiser, et donc on pourrait avoir donc des conséquences sur l'économie américaine dans les prochaines semaines, les prochains mois, liées à l'immobilier et liées au resserrement des conditions monétaires, tout simplement, puisque les taux sont en train de monter, les taux hypothécaires sont en train de monter, il y a un resserrement des conditions monétaires et financières aux États-Unis. Justement, Thomas, et en tenant compte de ces effets d'inertie, notamment du décalage qu'il y a entre les hausses de taux de la Fed, le resserrement monétaire et le plein impact qu'on peut en attendre sur l'économie réelle, si la Fed considère que le scénario de soft landing est le Graal à atteindre, l'objectif suprême, est-ce qu'il est temps pour la Réserve fédérale américaine de revenir à un rythme de resserrement un peu plus doux? Après les hausses de taux de 75 points de base, est-ce qu'il serait temps, approprié, pour le prochain meeting, par exemple, de revenir à 50? Oui, là, il y a une vraie question sur est-ce que la Fed est analytique, liée à des modèles macroéconomiques, ou est-ce qu'elle est plutôt épidermique, c'est-à-dire liée à une fonction de réaction bien plus, disons, changeante et liée à la cosmétique du jour. On a un peu l'impression que la Fed surréagit aux chiffres du jour, y compris aux chiffres de l'inflation qui reste en glissement annuel trop élevé, aux fameux chiffres de l'emploi, mais c'est un chiffre, on le sait, qui est ce qu'on appelle backward looking, c'est pas forward looking, c'est un indicateur retardé du cycle économique, l'emploi. Alors qu'on pourrait se poser la question que, étant donné les perspectives qui quand même s'assombrissent, on pourrait se dire la Fed devrait plutôt baisser le rythme des augmentations de taux d'intérêt. Je pense qu'il y aura ce débat à la Réserve fédérale, mais si on écoute ce qu'a dit la Fed dans les derniers discours, il semble quand même qu'on va potentiellement vers une hausse de 75 points de base, même si il y aura ce débat avec 50 points de base. On pourrait avoir aussi un débat qui est tranché entre 50 et 75 points de base, potentiellement avec une Fed qui dit
on fait 75 points de base, mais ensuite, on va amoindrir les hausses de taux par la suite, puisque voilà, on arrive vers le taux neutre et il y a moins besoin d'augmenter aussi massivement les taux. Et encore une fois, étant donné les effets retard dans l'économie, il faudrait un peu se calmer sur les hausses de taux. Bon, on verra si voilà, on arrive peut-être au bout de la stratégie de front-loading, anticiper au maximum effectivement le budget de resserrement monétaire qu'on veut mettre sur l'économie américaine. Non pas que les hausses de taux s'arrêteront ensuite, mais elles pourront peut-être redescendre d'un cran en termes d'intensité. Merci beaucoup Thomas. Thomas Kosterg avec nous en visioconférence depuis Genève, économiste senior en charge de suivre les États-Unis chez Pictet Wealth Management.